Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claude Pouet, directeur de Dark Service, pour cette table ronde, puisqu'on commence par une table ronde et ensuite on aura deux interventions. Une intervention sur la partie sécurité incendie et puis une intervention sur la partie sécurité électrique. Donc, Claude Pouet, directeur de Dark Service. Lionel Bonjour. Jeannot, bonjour Claude. Lionel Jeannot, président de la FIDI. Bonjour Lionel. Bonjour bonjour à tous. Voilà, et Stéphane Ginesté, directeur du département génie civil de l'INSA Toulouse. Bonjour Stéphane. Bonjour. J'ai plaisir à vous accueillir Stéphane. Vous savez, j'étais à l'INSA à Toulouse, donc où est Stéphane? Donc moi je suis ingénieur de formation et donc ça fait plaisir de voir Stéphane on s'est croisé à l'époque Je ne connaissais pas, mais on est croisés. sur le campus. Un grand plaisir de vous avoir avec nous et de t'avoir avec nous Stéphane. Alors, pour commencer cette conférence, on avait dit, Lionel Jeannot, qu'on pourrait peut-être faire un premier état des lieux des diagnostics qui sont obligatoires dans les travaux d'entretien et maintenance, peut-être. Alors, les diagnostics obligatoires, alors c'est un petit rappel parce que beaucoup les connaissent. Le dossier technique amiante, bon, je vais rapidement passer, quitte à ce qu'on revienne un peu après sur l'obligation dans tous les immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire avant le 1er janvier 97. Donc doivent faire l'objet d'un dossier technique amiante qui est le recueil complet de l'ensemble de la problématique amiante des immeubles qui va rassembler le repérage dans le cadre du dossier technique amiante sur la liste A et B, et puis l'ensemble des repérages avant travaux qui pourront être réalisés sur l'immeuble lors de travaux plus ou moins importants ou de maintenance. Donc ça, c'est l'amiante. Si vous voulez, on pourrait y revenir rapidement. Là, je balaye rapidement l'ensemble des diagnostics en copropriété. Vous avez ensuite le CREP pour les immeubles construits avant 49, qui est donc l'inspection des peintures par le biais de machines à fluorescence X en partie commune pour voir si les peintures contiennent du plomb. Ces diagnostics peuvent être obligatoires dans le cadre des transactions des locations, mais là, c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Et puis, vous avez d'autres diagnostics, notamment la légionnelle, qui, alors lui, ne va pas concerner tous les immeubles, mais simplement les immeubles qui vont être équipés de ce qu'on appelle de tours aéro-réfrigérées, avec une certaine puissance, et qui vont devoir faire l'objet d'un ce qu'on appelle je vais y arriver, une analyse méthodique des risques qui doit avoir lieu tous les ans, mais ça va concerner des immeubles de taille assez importante, puisque il faut que les installations correspondent à des installations qui soient inférieures, enfin sur 3000 kilowatts, donc des installations assez conséquentes, mais ça va concerner uniquement les tours aéro-réfrigérées. Vous avez le plomb dans l'eau. Le plomb dans l'eau avec des taux qui doivent être au maximum de 10 microgrammes. Il n'y a pas d'obligation de diagnostic, c'est une recommandation, mais ça implique que la seule obligation, c'est que l'eau qui doit être délivrée dans les parties privatives doit faire l'objet en cas d'analyse, d'un taux de plomb inférieur à 10 microgrammes. Donc, il y a eu des campagnes de plomb dans l'eau réalisées dans les différents immeubles, notamment en copropriété, ce qui donne pour conséquence d'avoir des changements de colonnes montantes et pour certains appartements, de changer les canalisations. Alors, il faut savoir que quand on a plusieurs types de canalisations de métaux différents ou qui ne sont plus en plomb, ça crée un phénomène d'électrolyse et ça va relarguer le chemisage plombé de l'intérieur des canalisations qui commence à dater. Vous avez également le diagnostic thermite qui, lui, va être obligatoire dans le cadre des zones déclarées en préfecture ou en mairie, qui auront fait l'objet d'infestations lors de visites préventives en partie commune ou lors de ventes. Et il y aura eu des découvertes de ces insectes xylophages. C'est très important parce que ces insectes ne se voient pas.
dégrade le bois par l'intérieur et évidemment impacte la solidité mécanique de l'ouvrage en bois. Et ce qui fait que lorsque l'on s'en rencontre, c'est souvent bien trop tard. Donc c'est pour ça que dans les zones à risque déclarées comme telles, il est important de faire des visites régulières de manière à contrôler qu'il n'y ait pas d'infestation. Ouais. Donc voilà d'une façon assez Pardon. rapide les différents diagnostics. Voilà, mais merci Lionel. Mais on va y revenir sur les diagnostics. Je voulais pas te couper. Tu les as tous listés, hein, c'est ça? On n'a pas oublié. J'en ai pas oublié. Des principaux, disons. Les principaux. Mais on va revenir dessus. Donc, on voit qu'effectivement, il y a pléthore de diagnostics qui sont dans les cadres d'entretien et de maintenance qu'on peut réaliser. Donc, pour continuer un peu ce premier tour de table, Claude, pouvez peut-être, on peut distinguer ce qui est, parce qu'on l'a pas cadré encore, ce qui est les travaux d'entretien et de maintenance, et puis la différence avec les gros travaux. C'est quoi les travaux d'entretien et de maintenance dans une copropriété? Il faut ouvrir le micro, Claude. Excusez-moi. Donc, dans une copropriété, il faut savoir que ce qu'on appelle les charges d'entretien et de maintenance, ça représente à peu près 15% des charges d'une copropriété. Donc, vous voyez, ce n'est pas négligeable. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière entretien? Alors, il y a d'abord l'entretien courant. L'entretien courant, le nettoyage et tout ça. Et puis, il y a les petits travaux d'entretien. Généralement, en copropriété, ces petits travaux d'entretien sont financés par le budget prévisionnel, le budget qu'on vote chaque année, et qui donne lieu à 4 appels de charges sur l'année. L'autre volet, par rapport à ta question, c'est les travaux exceptionnels. Généralement, en Assemblée générale, ces travaux exceptionnels sont votés en dehors du budget prévisionnel, font l'objet d'une résolution spécifique. Moi, aujourd'hui, je vais évoquer les petits travaux, ceux qui rentrent dans le budget prévisionnel des copropriétés. Au-delà du nettoyage, donc il peut y avoir des interventions que l'on qualifie d'entretien, liées à des problèmes de vétusté d'équipement collectif, à des problèmes de réfection de parties communes sans amélioration. C'est-à-dire, une cage d'escalier, vous faites la réfection sans amélioration, parce que dès que ça devient une amélioration, ça change un peu de registre. Des travaux liés à des problèmes de vandalisme ou comme ça, qui nécessitent d'avoir à remettre en état des locaux ou des équipements collectifs. Voilà, ça c'est ce que je qualifie moi d'entretien courant. Le deuxième volet, c'est la maintenance. Et la maintenance, il faut distinguer deux volets dans la maintenance. Le premier, c'est les contrats de maintenance obligatoires, de ceux qui sont recommandés ou qui sont un peu en fonction du contexte de la copropriété. Alors, les obligatoires, c'est quoi? C'est par exemple les ascenseurs. Donc, il y a toutes les 6 semaines, il y a une visite, il y a tous les 5 ans un contrôle quinquennal, ça c'est important, c'est obligatoire. Sur la chaufferie, il y a aussi des contrats obligatoires. Sur les VMC gaz, sur la sécurité incendie. Il y a l'arrêté de 86, du 31 janvier 86, qui balaye tous les secteurs de la sécurité incendie. Je pense qu'il y a un exposé tout à l'heure, M. Gaillot va y revenir. Voilà. Et on déplore que sur l'électricité, qui est quand même un sujet sensible et tout ça, nous, à l'ARC, on déplore qu'il n'y ait pas l'équivalent de l'arrêté du 31 janvier 86 pour la sécurité incendie. Parce qu'aujourd'hui, M. Jeannot n'a pas parlé parce que c'est individuel, il y a bien des diagnostics lorsqu'on loue ou on vend l'appartement qui a plus de 15 ans, des choses comme ça. Mais au niveau des parties communes, des copropriétés, il n'y a rien. Et ça, on voit des installations, c'est quand même à risque, avec des gens qui risquent de s'électrocuter, des risques d'incendie.
Nous, on déplore, enfin l'association déplore qu'il n'y ait pas au niveau de l'électricité l'équivalent de ce qu'il y a sur la sécurité incendie avec l'arrêté du 31 janvier 86. Ensuite, donc il y a les contrats non obligatoires, les contrats recommandés. Ces contrats non obligatoires recommandés, je dirais, c'est en fonction de la configuration de la copropriété. Par exemple, les pompes de relevage. Bon, il n'y a pas obligation d'avoir un contrat, c'est quand même souhaitable, parce que le jour où vous êtes inondé, ben, ça ne marche plus. Les toitures terrasses, alors il y a tout un débat sur les toitures terrasses. Est-ce qu'il faut un contrat? Quand je dis contrat, c'est le contrat récurrent, vous voyez, tous les ans ou comme ça. Est-ce qu'il faut ce contrat récurrent ou, vous savez, aujourd'hui, par exemple, les compagnies d'assurance, enfin, surtout celles qui, pour l'assurance dommage-ouvrage, si vous déclarez un sinistre dans la période de 10 ans qui suit la livraison de l'immeuble, si vous n'avez pas entretenu votre terrasse, l'assurance dommage-ouvrage pour vous dire, attendez, vous ne l'avez pas entretenu, nous, on ne veut pas savoir, vous nous déclarez un sinistre. Vous voyez. Donc après, il y a des risques à prendre en compte si on ne met pas en œuvre tel ou tel contrat. Et enfin, pour ne pas faire trop long, donc, il y a tous les travaux d'urgence, toutes les interventions d'urgence. Vous avez une fuite d'eau, des choses comme ça, il faut intervenir, il faut faire des travaux. Et puis, dans le prolongement de ce qu'a dit M. Janot, suite à des diagnostics, où il est relevé qu'il y a des choses qui ne vont pas, donc il faut engager des travaux ou de réfection ou de remplacement d'équipements. Voilà un peu tout ce qui rentre aujourd'hui dans ce volet entretien, maintenance, diagnostic concernant les copropriétés et pris en charge au niveau du budget prévisionnel annuel des copropriétés. Oui, pour dire le montant, c'est ce que tu as cité en premier lieu, c'est 15%. C'est ça, ça représente 15% des charges d'une copropriété. Ouais. Et donc, on continuons ce tour de table. Merci Claude là pour avoir fixé aussi cet aspect-là avec Stéphane. Alors, effectivement, quand on a préparé, Stéphane, vous intervenez sur un champ qui est un peu différent puisque vous êtes des ingénieurs et donc les bureaux d'études viennent vous voir en disant voilà, on a un problème sur des bâtiments et vous faites des expérimentations. Voilà. Donc vas-y Xavier, pardon. Et donc, je crois, là, vous êtes sur deux projets à Toulouse, sur un projet qui s'appelle IRO, qui est pour massifier la rénovation énergétique en région toulousaine. Et donc, ça, c'est avec la communauté d'agglomération, je pense. Ouais. Et puis ensuite, vous êtes sur un autre projet sur lequel qui s'appelle Enerpat, sur lequel là, vous avez travaillé aussi sur. Alors, on raccroche ça à l'entretien et maintenance, mais sur les matériaux biosourcés, parce que effectivement, ce qu'on voit, je parle sous votre contrôle, Lionel et Claude, ce qu'on voit, c'est que on peut des fois faire des rénovations globales, des rénovations énergétiques et mettre de la laine de verre, et donc ça peut amener des désordres et donc des problèmes sur l'entretien et maintenance du bâtiment. Est-ce que c'est ça qu'on peut dire, Stéphane? Oui, tout à fait. Alors, comme tu disais, Xavier, donc, dans l'INSA, on forme des ingénieurs, mais on est aussi enseignants et chercheurs. Et donc, moi, j'effectue ma recherche dans le domaine de l'énergie et des bâtiments au sens large, à plusieurs échelles. Et après, pour raccrocher un petit peu à la thématique de la matinée, en ce qui concerne les copropriétés et la rénovation des copropriétés, notamment, en particulier la rénovation thermique. Voilà, moi, je voulais vous proposer une vision qui est un peu plus amont, moins pragmatique. Je ne vais pas vous parler ni de diagnostic ni de travaux, je dirais, courants, mais plus de démarches de conception. Et puis, voilà, vous alerter sur certains problèmes qu'on peut rencontrer qui sont liés, bien sûr, avec la maintenance des logements, les problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on effectue des rénovations. Voilà. Donc là, comme le disait Xavier, on travaille à l'heure actuelle sur deux sujets de recherche en lien avec la rénovation là, dans mon laboratoire. Alors le premier, voilà, donc c'est toujours
ambitieux et bon de vouloir effectuer une rénovation thermique de sa copropriété, de son bâtiment. Et donc, ce que je voulais souligner, c'est que ces deux projets, en fait, ils répondent à deux problématiques qu'il faut essayer le plus possible d'anticiper. Alors, le premier, comme tu l'as dit, Xavier, on travaille sur un projet qui s'appelle ENERPAT pour énergie et patrimoine. Bon, donc en fait, il s'agit d'un projet qui s'attache à améliorer la rénovation du bâti ancien et du bâti patrimonial. Donc ça, c'est une collaboration que l'on a avec la communauté de communes de Cahors, hein, qui est une ville au nord de Toulouse, qui a une problématique de centre ancien qui se désertifie. Voilà, donc les bâtiments de ce centre-ville sont souvent des bâtiments très anciens, médiévaux, et beaucoup de copropriétés ou alors de propriétés, mais d'immeubles d'appartements avec un seul propriétaire. C'est vrai que l'entretien n'est pas forcément bien réalisé. Il y a des soucis de précarité énergétique, de vacances de logement. Et la dégradation d'un appartement va entraîner la dégradation de l'immeuble d'à côté, etc. Et puis, donc, on se retrouve avec une vraie problématique de centre-ville qui se désertifie. Donc, dans ce cadre-là, les mairies des petites villes, c'est une problématique qui ne concerne pas trop moins les métropoles. Les mairies font beaucoup d'actions en faveur de la revitalisation de ces centres-villes. Et notamment, à Cahors, on a essayé de montrer qu'il était possible de rénover des bâtiments, des propriétés, en particulier en utilisant des matériaux biosourcés. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Simplement parce que les propriétaires qui rénovaient ce type d'appartement, ce bâti ancien, étaient souvent confrontés, comme Xavier le disait tout à l'heure, à des problématiques de condensation, de vapeur d'eau, de moisissure. Le bâti ancien, donc là on parle du bâti avant 48 et avant même le XXe siècle, il a souvent un fonctionnement hygrothermique qui est très particulier, avec une ventilation naturelle qui est quand même assez importante, avec des parois qui sont déjà plutôt inertes et plutôt bien isolées. Ce qui fait que si on duplique les solutions classiques de rénovation, pour schématiser, faire très grossier, mais de laine de verre, du placo, une VMC, etc., on peut parfois se retrouver avec ces problématiques de condensation et de moisissure. Voilà. Notamment, si on regarde le bâti médiéval, vous avez à Cahors des ruelles qui sont très étroites, hein, qui font. Quand je tends les bras, je touche quasiment les deux côtés de la rue. Donc, des appartements qui voient très, très peu le soleil, etc. Donc, ça pose vraiment ces problématiques-là. Et donc, pour, je dirais, anticiper ces problématiques de maintenance et d'entretien, on travaille avec des matériaux biosourcés, donc ça peut être du béton de chanvre, de la terre paille, etc., qui ont des propriétés hygrothermiques qui sont particulièrement adaptées à ce genre de problématiques. C'est-à-dire que leur respiration, les échanges de vapeur qu'ils ont avec l'air ambiant, permet d'éviter ces problématiques de moisissure. Donc après, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours. On fait des simulations numériques, bien entendu, pour essayer de prévoir tout ça, mais aussi ce qui est très intéressant, c'est des mesures in situ. C'est-à-dire qu'on va mesurer la température, l'hygrométrie dans des appartements qui sont occupés. Voilà. Et pour élargir ce qu'on a fait là, c'est que on a travaillé sur un projet européen avec 3 centres-villes. Donc c'était Vitoria au Pays Basque, espagnol, Porto au Portugal et Cahors en France. On a 3 bâtiments de démonstration, des bâtiments démonstrateurs qui sont actuellement occupés avec des appartements, des locataires. À Vitoria, c'est une copropriété. À Cahors, c'est du logement public, un logement social. Et on va mesurer les températures, les humidités pour vérifier que ces solutions-là fonctionnent bien. Alors ça, c'était la première problématique sur laquelle on travaille. Je ne veux pas monopoliser la parole, donc je vais essayer d'être un peu plus court. Et le deuxième projet qu'on a commencé très récemment, c'est un projet avec Toulouse Métropole qui concerne la massification de la rénovation thermique des logements. Donc, puisque bon, les métropoles, elles ont aujourd'hui des objectifs chiffrés d'augmenter les nombres de logements rénovés. Donc là, on s'attache vraiment au parc privé, aux copropriétés en particulier. Alors, sur Toulouse Métropole, les maisons individuelles sont intéressantes aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de maisons individuelles qui ont besoin d'être rénovées. La part chauffage dans les maisons individuelles est assez importante. Elle est plus faible dans la partie copropriété.
Donc là, il y a ce projet donc, de massification. Mais il y a une autre problématique aussi qu'il faut essayer d'anticiper quand on fait quand on parle justement d'entretien, de maintenance de copro, c'est la problématique du confort d'été. C'est-à-dire qu'une fois quand on rénove, on pense souvent à la thermique d'hiver, avec l'amélioration des vitrages, des menuiseries, des parois opaques. On isole beaucoup par l'extérieur quand on peut, etc. Et il faut vraiment avoir en tête le contexte du réchauffement climatique avec des périodes quasiment de canicule. Hier, il faisait quasiment 36 à Toulouse après-midi. Cette nuit, ça a dû descendre à 21, 22. Et donc, on va avoir de plus en plus de périodes de chaud comme ça. Et ce qu'il faut voir, c'est c'est penser aussi ces problématiques d'entretien et de maintenance en termes de confort d'été et de rénovation en termes de confort d'été. Donc, dans le cadre du projet, on va avoir toute une partie qui va consister à étudier l'évolution du confort d'été dans les bâtiments rénovés, pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des espèces de bouteilles thermos, que les bâtiments soient trop isolés ou pas suffisamment protégés, des apports solaires, etc. Donc ça aussi, c'est vrai que quand on parle d'entretien et de maintenance, ces problèmes liés vraiment au confort en été doivent être pris en compte. Il était peu jusqu'à présent. Voilà. Donc pour donner un exemple très concret, si on rebascule sur le projet avec Cahors, on a isolé un bâtiment avec isolation par l'intérieur et béton de chambre. On s'est aperçu qu'on avait une augmentation du nombre d'heures d'inconfort en été après rénovation. Voilà. Donc là, on est en train d'affiner pour voir est-ce que c'est vrai dans le temps, est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent être amenées. Mais cette problématique du confort d'été, elle est importante. Voilà. Ouais. Merci pour ce témoignage, Stéphane. Alors, si Claude, si on revient sur ce sujet, je ne sais pas si Claude est toujours avec nous. Voilà, en ouvrant la caméra. Oui. Est-ce que finalement la question qu'on se posait, c'était, c'est ce que dit Stéphane, c'est on va venir aussi à Lionel, c'était dire la rénovation globale a des impacts sur le futur entretien et maintenance. Effectivement, c'est que on peut voir que si cette rénovation globale est mal prévue, mal prise en compte, c'est-à-dire pas forcément à dessein, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été suffisamment maîtrisées, suffisamment étudiées, et donc du coup, on se met à avoir des problèmes. Ben là, on parlait de condensation, et donc ce qui ramène à augmenter les travaux d'entretien et maintenance. Est-ce qu'on le voit sur les copropriétés? Oui, oui. En particulier, ce problème de confort d'été, là, ce que vient de dire M. Ginestier, oui, ça, on le vit à la fois dans les nouvelles installations, les nouvelles réalisations, et aussi dans les installations rénovées, dans les immeubles rénovés. Oui, c'est un vrai problème. Et puis, s'y rajoute, pour ceux qui existent aujourd'hui, et nous sommes régulièrement sollicités par les copropriétés, le besoin d'installer des climatiseurs individuels. Ah oui. C'est tout le débat en copropriété entre le collectif et l'individuel. Et là, beaucoup veulent installer par exemple des splits. Je prends le cas des splits avec un module qui est sur la terrasse ou le balcon. C'est quoi les splits? On peut expliquer aux spectateurs? C'est-à-dire la climatisation, il y a deux modules, quoi. Ouais. Ça va être plus deux modules, un qui se met à l'extérieur et puis ensuite tu as les systèmes à l'intérieur, quoi. Donc, et alors sur les balcons ou terrasses qui sont des parties communes, collectives à usage privatif, alors normalement il faut passer par l'Assemblée générale, mais beaucoup ne le font pas, donc les voisins découvrent un appareil bruyant sur leur balcon terrasse. Enfin, pour nous, c'est un sujet d'actualité, là, hein. J'en ai même fait un article dans notre prochaine revue trimestrielle, hein, parce que ce besoin d'apporter de l'air frais, de climatiser, soit il y a des VMC double flux comme ça, enfin, soit la copropriété l'a bien intégré, hein, ça M. Ginestier pourra nous expliquer tout ça, soit c'est de l'individuel avec de l'individuel installé sur des parties communes et tout ça. M. Ginestier, vous pouvez compléter? Oui, tout à fait. C'est vrai que il se trouve que j'habite aussi dans une copropriété et que je réfléchis aussi à faire installer un split.
Parce que, bon, voilà, j'ai une maison qui est assez récente, qui a moins d'une dizaine d'années. C'est une maison dans une copro. Et bon, malgré tout, bon, avec les vagues de chaleur qui s'accentuent, on commence, même si on fait très attention en termes de protection solaire, de ne pas ouvrir en pleine journée, etc. Bon, malgré tout, on commence à ressentir le besoin, surtout avec les enfants, d'avoir parfois un petit peu de 1 ou 2 degrés de moins, ça serait pas mal. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment essayer de penser cette rénovation en intégrant le confort d'été. J'ai travaillé 2 ans avec l'école d'architecture de Toulouse sur pareil, des projets de rénovation de copropriété privée. Donc c'est le sujet de fin d'études des étudiants de master. Là. Et voilà, les futurs architectes eux aussi, ils sont quand même bien sensibilisés à ces aspects-là. Donc les solutions, c'est effectivement déjà essayer d'avoir une conception la plus douce possible, parce que là, les réglementations thermiques et environnementales, elles ont tendance à essayer de limiter le recours à la clim en été pour justement limiter la consommation d'électricité. Et puis pour aussi éviter parce qu'en fait, la chaleur qu'on prend dans le logement, il faut qu'on la rejette dans la rue ou dans la partie commune. Donc, il faut absolument éviter aussi de rejeter trop de chaleur. Donc, voilà, les solutions, c'est bien sûr de mettre en place des protections solaires pour les menuiseries, essayer aussi quand on peut, de former les gens à l'utilisation des logements. Ouais. On le voit, nous, les gens qui emménagent sur Toulouse et qui viennent du nord de la France, voilà, en plein été, il fait très très chaud, ils ouvrent en pleine journée pour aérer, alors que, voilà, au contraire, il faut se protéger des températures extérieures. Ouais. Je caricature un peu, mais ça arrive. Voilà, donc comme le disait M. Coué, les VMC double flux sont des systèmes qui permettent en fait de pré-rafraîchir l'air que l'on insuffle dans les logements. C'est des systèmes qui sont pas facilement installés dans les maisons individuelles. Dans les copros, les appartements, c'est un peu plus compliqué parce que ça nécessite un double circuit de gaines de ventilation, c'est un peu plus compliqué. Voilà, après, il y a des chercheurs qui travaillent sur des solutions de rénovation qui permettent de limiter les apports solaires essentiellement, mais oui, c'est une vraie problématique. Oui, il y a aussi Monsieur Ginassi, il y a aussi les pompes à chaleur réversibles. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est. Oui, et derrière, il y a des travaux d'entretien maintenant. Alors, je reviens juste sur une question là pour Lionel, et puis on va revenir. Là, on voit que la chaleur, là, on est en plein dedans là depuis hier. On a envie d'en parler. La question qui se posait, c'était quand on est sur l'entretien et maintenance, il y a les travaux d'urgence, Lionel Jeannot, et effectivement, quand il faut intervenir, comment on fait pour faire des diagnostics, notamment des diagnostics amiantes, comment font les entreprises pour intervenir? Alors, je sais qu'il y a un mot que tout le monde ne maîtrise pas là, parce qu'on est sur une conférence copropriété, mais c'est la sous-section 4. C'est les entreprises sont obligées de respecter certaines règles techniques. Mais est-ce que dans le cas des travaux d'urgence sur la maintenance, est-ce qu'on peut toujours réaliser les diagnostics que tu as décrits tout à l'heure? Alors, oui, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit par Monsieur Ginestet et Monsieur Coué sur le confort d'été, parce que c'est important et c'est vraiment d'actualité et ça n'a pas fini de l'être. Et je reviendrai après sur la problématique amiante, si tu permets, dans le cadre de la maintenance en avant-travaux. C'est d'autant plus important, c'est que jusqu'à présent, le confort d'été dans le diagnostic de performance énergétique n'était pas pris en compte. Et dans le futur diagnostic de performance énergétique qui va sortir au 1er juillet, dans les 6 pages que vous constituez le diagnostic de performance énergétique, il va y avoir une information par rapport au confort d'été, chose qui n'était pas présente avant, et qui va permettre de faire prendre conscience aux occupants, qu'ils soient locataires ou qu'ils soient acquéreurs d'un appartement, de voir quel est le comportement du logement par rapport au confort d'été. Et pour arriver à ce que, même si ce n'est qu'une information sur laquelle pour le coup, et ça fait partie des grandes réformes du DPE où les diagnostiqueurs sont responsables, c'est-à-dire qu'on dépasse l'information,
le diagnostiqueur s'engageant dans le cadre de sa responsabilité, ça veut dire que le propriétaire aussi. Donc, les informations doivent être fiables. Et le DPE, pour arriver à donner des informations claires sur, entre autres, le confort d'été, va, dans la réalisation du diagnostic, intégrer les différentes installations, dont les climatisations, ce qui n'était pas le cas avant, les types d'appareils nouvelle génération ou pas, parce que ça va impacter la performance énergétique en bien ou en mal, et rendre une étiquette qui sera assez pertinente, parce que toujours pour continuer dans la logique de ce que M. Ginestet disait, c'est que le nouveau DPE et la loi climat et résilience va avoir des impacts dans les mois à venir sur les biens qu'on va pouvoir mettre en location. À titre d'exemple, à partir du 1er janvier 2022, ou plutôt du 1er janvier 2023 et 2025, les locations qui seront considérées comme des passoires énergétiques, donc avec des consommations supérieures à 450 kWh par mètre carré, ne pourront plus être louées. À partir de janvier 2028, les propriétaires qui auront des étiquettes en DPE, en F ou en G, devront réaliser des travaux afin d'atteindre un minimum de classe E. Donc, on rentre dans avec cette loi climat et résilience qui est en train d'être discutée à l'Assemblée et puis au Sénat, et aujourd'hui, je crois que hier, c'était encore au Sénat, on va vers exactement ce que disait M. Ginestet et les différents contrats que vous avez avec dans cette logique où la rénovation énergétique est capitale, à la fois pour le confort des gens, à la fois pour des raisons économiques, et puis à la fois, d'une façon plus globale, dans la problématique du réchauffement climatique. Donc ça, c'était pour dans le prolongement de ce qui a été dit, qui est vraiment important. Et après, je peux enchaîner sur l'amiante, mais est-ce qu'il faut rester sur ce sujet-là? Je vous laisse dire, ou Monsieur Ginestet peut rebondir sur... Non, allez-y, vas-y. On va y revenir, alors on va y revenir justement. Donc, sur les travaux de maintenance, c'est vrai que les sociétés de maintenance, quelles qu'elles soient, Monsieur Pouet a évoqué les ascenseuristes, mais c'est vrai pour un plombier, c'est vrai pour un chauffagiste. Ces entreprises doivent envoyer des techniciens ou des salariés qui sont formés à la sous-section 4. La sous-section 4, c'est une formation obligatoire qui, dans toutes les entreprises, permet à différents salariés de savoir quoi faire en cas d'exposition potentielle à un risque amiante ou de travailler à proximité d'un matériau amianté. C'est d'autant plus vrai dans les cages d'ascenseur, puisqu'on a souvent des enduits amiantés ou des freins ou autres, des parties d'ouvrage qui sont amiantées. C'est vrai dans les chaufferies. Et le personnel est sensibilisé par le biais de la sous-section 4. Ça, c'est la base. Et après, par le biais du dossier technique amiante, ces entreprises sont en mesure de savoir s'ils risquent d'être exposés à un matériau amianté dans le cadre de leur intervention liée à la maintenance. Et il n'est pas rare de voir, dans le cadre des contrats de maintenance d'ascenseurs ou d'extincteurs ou de chauffagistes, ces entreprises demandent si le DTA a été fait de manière à pouvoir informer leurs salariés. Ça, c'est la maintenance. Et puis, dans le cadre de travaux de maintenance ou de réparation, il est possible, il est même conseillé et même obligatoire de faire ce qu'on appelle des avant-travaux pour voir si les travaux qui vont avoir lieu, le plombier, le chauffagiste, l'ascensoriste, le maçon, n'est pas susceptible d'être exposé à des matériaux amiantés dans le cadre de son intervention. Donc voilà, et cette gymnastique de faire intervenir le diagnostiqueur en temps et en heure avant les travaux nécessite une petite organisation. Quand il y a des travaux d'urgence, sont capables d'intervenir rapidement. Quand il y a des travaux d'urgence, est-ce qu'on peut intervenir? Je prends l'exemple, Claude en parlait tout à l'heure, d'une fuite sur une toiture terrasse. Là, il faut aller vite. Et comment on fait? Est-ce qu'on peut intervenir sans avoir fait ce repérage? Alors, dans le cadre, il y a des exceptions dans le cadre d'extrême urgence où il y a une obligation d'intervenir parce que on est sur un risque de dégradation plus avancé de l'immeuble si on n'intervient pas immédiatement. Donc, oui, on est sur cette logique-là. Mais ce qui est important, c'est que l'intervention est possible. Mais ce qui est important, c'est que le personnel qui va intervenir doit se protéger en cas d'exposition accidentelle. Et l'exemple
de la terrasse, par exemple, du toit terrasse, où on a des matériaux qui sont susceptibles de contenir de l'amiante par le biais des matériaux bitumineux, il faut que les gars susceptibles d'intervenir soient formés et mettent le masque simplement s'ils interviennent. Mais ça, ces entreprises-là, maintenant, aujourd'hui, savent qu'à défaut d'avoir l'information, ils vont se protéger. Et puis, avoir l'information après permet aussi de maîtriser l'exposition potentielle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils seront intervenus qu'on ne doit pas fournir l'information pour dire oui, mais rassurez-vous, ça ne contenait pas d'amiante. Très bien. Ou alors ça en contenait, et dans ce cas-là, il y a un risque potentiel pour qu'il ait été exposé. Ça, c'est la loi. Mais donc voilà. C'est un vrai sujet, là, Xavier, sur ce sujet de l'amiante. Parce que bon, le nouveau diagnostic, c'est recherche d'amiante avant travaux. Mhm. Alors, quid pour les contrats de maintenance? Par exemple, prenons le contrat de maintenance de l'ascenseur. Hein? Nous, on dit non, il n'y a pas de diagnostic de recherche d'amiante avant travaux, parce qu'il y a des syndics qui commencent à dire aux copropriétés, c'est impératif, même dans le cadre d'un contrat de maintenance. Nous, on dit non, ce n'est pas des travaux. Bon. Mais une panne, par exemple, c'est ce que vient de dire M. Jeannot, peut obliger l'ascensoriste à intervenir, son équipe à intervenir. Et donc, et l'équipe peut faire mettre en avant, si elle n'est pas formée ou tout ça, enfin, hein, le droit de retrait, si vous voulez. Hein. Donc, nous, on a connu des situations où l'ascenseur est resté bloqué un certain temps, non utilisable, justement parce qu'il y avait un refus d'intervenir sur ce type. Vous voyez, donc vraiment ce sujet sur l'amiante, je ne sais pas ce qu'en pense M. Jeannot, on n'en a pas encore fait le tour. Je crois que pour les travaux, c'est bon, ça on sait, on va démarrer les travaux, on le fait si on rentre dans les critères. Sur les opérations de maintenance, même nous là, qui avons des positions assez, bon, parfois un peu extrémistes, mais on est un peu gênés, vous voyez, parce que derrière, il peut y avoir, comme vous venez de le dire, M. Jeannot, des interventions avec des équipes qui ne sont peut-être pas formées SS4, comme ça. Alors, tout à fait. Alors, il faut savoir une chose, et l'exemple des ascenseurs est très bon, puisque sur un contrat de maintenance d'ascenseuriste, l'ascenseuriste va intervenir en partie haute ou en partie basse sur le moteur de son ascenseur, principalement, et sur les portes pour désincarcérer les personnes ou débloquer la cabine. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, il intervient sur la sphère qui va le concerner par rapport au moteur, par rapport aux portes, donc qui sont maîtrisées par l'entreprise. Après, ce qui va être fait dans le cadre du dossier technique amiante, et là, un dossier technique amiante complet fait les matériaux visibles et accessibles qui sont à la fois autour de l'ascenseur et aussi bien dans la cage d'ascenseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre d'un contrat de maintenance, le dossier technique amiante permet, en toute connaissance de cause, que la maintenance se fasse sans problème et l'avant-travaux ne se justifie pas, puisque de toute façon, l'ascenseuriste va intervenir uniquement sur le matériel motorisation de l'ascenseur qui le concerne, mais pas sur l'ouvrage du bâtiment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est presque plus délicat dans le cadre d'intervention d'urgence où, qu'est-ce que j'aurais comme… de plomberie où il va falloir faire des recherches de fuite destructives, où là, pour le coup, le plombier va dépasser son intervention sur les installations pour attaquer des enduits, des maçonneries et autres qui peuvent contenir de l'amiante. C'est vrai pour des travaux électriques. Vous avez souvent sur des fonds de tableaux électriques des plaques en fibrociment. L'électricien va le savoir, il va le repérer, il va prendre les précautions nécessaires. Et la logique, c'est que le DTA peut permettre déjà, en premier lieu, de savoir s'il y a ou il n'y a pas une présence d'amiante. Mais pour le contrat de maintenance ascenseur, et d'ailleurs les sociétés d'ascenseurs se sont bien organisées par rapport à l'amiante. Le syndicat professionnel des ascensuristes a très très bien géré le problème parce que dans pas mal d'immeubles, l'amiante est présente dans les cages d'ascenseurs. Donc l'ensemble des gars sur la maintenance sont formés et généralement ils vous demandent le dossier technique amiante dans le cadre des interventions pour la maintenance des ascenseurs. Alors j'avais un petit quiz pour vous. On arrive
on n'est pas très loin du terme là de cette table ronde, mais on a encore quelques minutes. J'avais un petit quiz pour vous, parce qu'on avait dit qu'on parlerait quelques minutes du fonds de travaux, parce que comment s'articule le fonds de travaux, on a parlé aussi du DTG par rapport aux travaux de maintenance. Alors, je vais ouvrir le vote et je vais vous laisser 10 secondes pour voter. Alors, il y a trois questions, vous voyez d'ailleurs. La constitution d'un fonds de travaux est obligatoire. Ben, vous avez le droit de voter d'ailleurs, cher conférencier. Le montant du fonds de travaux ne peut être inférieur à 2,5% du budget prévisionnel, 5%, 7,5% ou 10%. Et le fonds de travaux peut être utilisé pour financer les travaux de maintenance. Vrai ou faux? Alors allez, on vous laisse voter. Les 10 secondes, 9 secondes, 8, 7, 6, allez-y, 5, 4, 3, 2, 1, je vois Lionel qui hésite, et On 0. peut pas voter, donc. On peut pas voter, nous. Vous n'avez pas le droit de voter. Je vous ai peut-être pas donné les droits. Ok. Voilà. Donc, je mets fin au vote. Comme ça va nous donner une idée, et je vous partage les résultats à tous les trois. Alors, constitution d'un fonds de travaux est obligatoire, Claude, peut-être. Oui, c'est obligatoire, mais il y a un délai quand même. C'est-à-dire les immeubles neufs ou les copropriétés neuves n'ont pas à le faire. Hein. C'est à partir de certains délais. Oui. De 10 ans de mémoire, je vais sécher là. Et donc là, il faudra aller vérifier. C'est obligatoire avec un minimum de 5%. Voilà, donc la bonne réponse, voilà, vous avez le public, 80% avait dit 5% du budget. Et en termes de financement pour les travaux de maintenance, est-ce que on peut se servir du fonds de travaux pour financer les travaux de maintenance? Pour l'utilisation de fonds de travaux, ça se décide en assemblée générale. Et généralement, c'est pour des travaux exceptionnels. Les travaux d'entretien, c'est dans le budget prévisionnel. Hein, c'est un peu schématique ma réponse, mais c'est ça. Hein, donc, voilà, hein, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je vois qu'ils ont dit vrai pour 47%, mais c'est sûr que, par exemple, si tu remplaces ton contrôle d'accès, parce qu'il est vieux, tu peux utiliser le fonds de travaux. Alors, est-ce que c'est une opération de maintenance? Est-ce que c'est un caractère exceptionnel? Tu vois, enfin, bon, après, je ne vais pas rentrer dans ces termes, mais voilà. Oui. Il y a une question d'Élise qui nous pose la question, c'est le pilotage à distance des installations pour la maintenance ont-ils un sens à l'échelle d'une copropriété? Est-ce qu'on voit aujourd'hui se développer ce pilotage à distance? Alors, je sais peut-être, ça vaut pour Claude ou Stéphane, hein, vous faites aussi des pilotages à distance ou des instrumentations à distance? Allez-y, Stéphane. Oui, donc la question par rapport au pilotage à distance, attends, je vais la reprendre. Des installations de maintenance ont-ils un sens à l'échelle d'une copropriété? Alors ça dépend si les installations, si on parle des installations par exemple d'énergie, de chauffage, pilotage à distance, la chaufferie centrale, est-ce que ça a intérêt? Bon, comme ça, je dirais pas forcément, mais. Alors, je sais que. C'est peu répandu. Ce que je peux dire, moi, c'est au moins dans les copropriétés. Hein. Dans le tertiaire, peut-être, c'est un peu plus répandu, mais dans les copropriétés, c'est peu répandu le pilotage à distance. Ouais. Il faudrait que cette personne, l'intervenante, précise dans quel cadre. Aujourd'hui, on en fait un peu sur les ascenseurs, pour les chaufferies, on en fait, mais c'est peu répandu. Hein. Ouais. Oui, parce que d'ailleurs, on va avoir une conférence où on va parler d'électricité tout à l'heure, pas tout à l'heure, dans les prochains jours. Effectivement, on va parler de les centralisations des informations, parce que finalement, ce qu'il peut y avoir, c'est des capteurs. C'est ça aussi, hein, sur un ascenseur, un capteur qui fasse remonter une information qui informe directement l'entreprise, sans passer par une plateforme ou attendre un locataire ou un copropriétaire qui va informer l'entreprise en disant il y a un problème. Donc, on voit qu'il y a quand même des capteurs qui peuvent être intéressants à ce niveau-là. C'est vrai que c'est pareil pour je pense aux pompes de relevage, par exemple. Quand il y a des défauts, c'est important d'avoir un renvoi de l'information. Comme c'est écrit dans les commentaires, là, c'est plutôt la télésurveillance plutôt que du pilotage. C'est vrai que ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir, comme pour les ascenseurs, une information qui remonte à l'entreprise pour savoir
s'il y a un équipement qui est en défaut, ça, oui. Mais plus que le pilotage. Oui. En termes d'entretien et maintenance sur les immeubles que vous avez sur lesquels vous avez travaillé, Stéphane, est-ce que c'est des budgets que vous avez que vous suivez, vous voyez, est-ce que vous suivez ça en disant ben, on a moins d'entretien et maintenance qu'avant la rénovation? Ah, sur les consommations, oui. Alors pour l'instant, non, on n'a pas encore le retour là-dessus parce que les bâtiments démonstrateurs ont été livrés très récemment, donc il faudra attendre au moins un an quoi, pour avoir un retour là-dessus. Ouais. Ouais. En termes de vote, Claude, tu en as peut-être parlé tout à l'heure, j'en ai pas souvenir. C'est en termes de vote, aujourd'hui, maintenant, le conseil syndical peut décider directement des votes des travaux sans passer par l'AG quand il a délégation de pouvoir. Alors, depuis l'ordonnance d'octobre 2019, effectivement, l'Assemblée générale a la possibilité de déléguer au conseil syndical la possibilité d'engager des opérations relevant de l'article 24. L'article 24 permettant le vote à la majorité des présents représentés ou votant par correspondance. C'est les petits travaux d'entretien, en clair. Hein. Donc là, l'Assemblée générale peut dire, bah, écoutez, dans le cadre d'un budget de 10 000 euros, par exemple, vous pouvez engager des opérations de petits travaux d'entretien. Et ensuite, bien sûr, c'est le syndic qui règle les factures et tout ça. Alors qu'avant, les conseils syndicaux devaient passer par le syndic pour qu'un ordre de service soit envoyé à une société et que la société intervienne. Voilà. Oui. Donc, il y a un peu plus de pouvoir au niveau du conseil syndical pour engager ces petits travaux. Ouais. Est-ce qu'on voit aujourd'hui, Lionel Jeannot, des copropriétés? Donc, c'est le conseil syndical qui appelle directement le diagnostiqueur immobilier pour intervenir ou c'est encore le syndic? Ah ben, il y a tous les cas. Il y a tous les cas, mais ce qui est certain, c'est que la majorité, c'est le syndic, parce que c'est un peu son job quand même. En revanche, ce qui est sûr, on le voit par rapport aux accès, on le voit par rapport c'est qu'un conseil syndical actif dans un immeuble, sans pour autant faire le boulot du syndic, parce que j'allais dire chacun son rôle, mais un conseil syndical qui se prend en main dans un immeuble permet une fluidité aussi bien dans l'entretien, les interventions d'urgence, les accès plus simples, parce que les gens sont concernés, ils discutent entre eux. Quand on habite sur place, on est tous concernés. C'est plus facile d'organiser les choses que le syndic qui va forcément être à distance. Alors, il y a des syndics bénévoles qui s'occupent de l'immeuble en interne, donc là, ils peuvent tout faire. Mais ce qui est important, c'est que le conseil syndical s'occupe de l'immeuble et s'en occupe bien dans la logique courante. Et c'est vrai que les travaux de maintenance, les travaux d'entretien en font partie. Une fois que c'est rodé, ça marche bien, mais je vous dis, la logique du choix, la logique des accès et des interventions, c'est vrai que un immeuble qui se prend en charge, c'est fluide à tous les niveaux. Et généralement, il y a moins de problèmes dans ces immeubles-là que dans les immeubles où c'est le problème de personne et personne ne s'occupe de rien. Je ne peux que souscrire à ce discours, évidemment. Mais ça fausse une porte ouverte. C'est le conseil syndical qui est engagé. Alors, il y a une question quelle responsabilité des conseillers du conseil syndical si problème en cas de délégation? Effectivement, on peut imaginer qu'il y a une délégation pour prendre des décisions sur des travaux d'entretien et de maintenance. Le conseil syndical engage des actions et puis il y a des problèmes. Est-ce qu'il peut y avoir une mise en cause ou est-ce que le conseil syndical doit souscrire une assurance spéciale? Il faut que le conseil syndical soit assuré. Assurance responsabilité civile, il y a une assurance spéciale pour être couvert par rapport aux responsabilités qu'il prend, si vous voulez. C'est pour ça que dans beaucoup de copropriétés, les assemblées générales sont réticentes à donner ce pouvoir. Bon, alors, soit parce qu'elles ne font pas confiance au conseil syndical en place, on connaît la vie en copropriété, c'est pas long fleuve tranquille, hein, soit parce que, après, évidemment, il peut y avoir un problème de responsabilité et tout ça. Donc, il y a des pour et des contre à cette mesure. Hein, voilà. Mais il peut y avoir, il faut bien s'assurer et bien être couvert
parce que là, vous engagez la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Ouais. Là, je reviens. Là, il nous reste quelques minutes. Allez, je reviens sur Stéphane Ginesté pour juste sur le confort d'été. Est-ce qu'aujourd'hui les écoles font, ou vous avez des études spécialement sur le confort d'été, ou ça fait partie d'un programme plus global qui est sur la rénovation énergétique? Donc nos étudiants, ils ont des notions sur le confort. Ça dépend bien sûr des formations en bâtiment ou en génie civil, mais nous, on essaye de leur donner quelques informations pour qu'ils puissent bien appréhender le problème. Après, en termes de projet de recherche, oui, on est en train de travailler sur un protocole d'évaluation du confort d'été pour les logements. Voilà, par exemple, le bâtiment de Cahors qui a été rénové là, en centre-ville, on va procéder à une étude concrète du confort d'été avec des capteurs qui vont être mis en place. Température, humidité, acoustique aussi. Et puis, ce qui est très important dans l'analyse du confort, c'est le fait d'avoir l'avis des occupants. Donc, on a aussi des questionnaires qui sont distribués aux occupants tous les 2 mois, qu'on va récupérer. Voilà. Et alors, ces questionnaires, ils répondent quand même à une norme. C'est quelque chose qui a déjà été très étudié en recherche au niveau international. Au laboratoire, ici, on a François Stellier, qui est professeur, qui a fait toute sa recherche sur le confort thermique, pas simplement dans les bâtiments, mais en général. Donc là, aujourd'hui, on est en train dans un groupement de laboratoires et de centres techniques, de mettre au point une prestation, même une prestation d'étude du confort d'été. Donc il y a effectivement la mesure physique qui est importante, de bien mesurer les températures, de bien mesurer les humidités, etc. Mais le ressenti des occupants est aussi très, très, très important. Donc la partie questionnaire, elle est pas du tout à négliger. Oui, les diagnostiqueurs, qu'est-ce qu'ils mesurent aujourd'hui sur le futur DPE? Qu'est-ce qu'ils vont mesurer en termes de confort d'été? Il y a une soixantaine de points qui sont des constats liés à l'immeuble. Alors, c'est des constats visibles, on n'est pas sur le destructif, donc ça, c'est une partie. Et puis surtout, il y a une mini-révolution en place, c'est que en fait, c'est les informations qui nous sont transmises, et c'est marrant parce que M. Ginestet parle de questionnaire, mais le nouveau DPE en fait partie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'informations liées aux travaux, et donc quel type de matériaux ont été installés, parce qu'on a besoin de connaître la performance énergétique des matériaux si on la connaît, et plus on a ce renseignement-là, plus on pourra affiner l'étiquette, puisque évidemment c'est des algorithmes qui calculent ça, et plus on veut être fin dans le rendu, plus les informations doivent être précises. Alors c'est pas facile, parce que ça veut dire qu'il faut retrouver les factures à minima d'une quinzaine d'années. Maintenant, ça doit faire partie des nouveaux réflexes, et surtout dans les factures d'avoir le type de matériau qui a été mis avec les années, parce que par rapport à la fabrication des matériaux, ça peut avoir un impact. Donc, on est en marche, et c'est ce qu'on disait en préambule, on est en marche vers une logique différente par rapport à la gestion de nos travaux et la logique énergétique qui va devenir, on le voit avec les températures qui commencent à faire, qui va devenir un vrai sujet, à la fois pour notre confort et à la fois en termes économiques, et puis encore une fois pour le réchauffement climatique. Oui, puis il y a des entretiens maintenant sur tous ces équipements. Si on met des équipements, comme disait Stéphane Ginesté, si on met des équipements, derrière, il y a de l'entretien et maintenant, c'est des coûts qui sont induits aussi par tous ces équipements. Et puis, le double effet qui se coule, qui fait qu'effectivement, on consomme de l'énergie, donc on continue à réchauffer et à dégazer du CO2. Voilà. Est-ce que je crois qu'on a fait à peu près, le tour de la question que je voyais Claude tu voulais rajouter quelque chose, Claude? Oui, juste, non, mais sur le fonds de travaux tout à l'heure, donc c'est bien 10 ans, je confirme, l'ancienneté minimale pour être obligé de mettre en place un fonds de travaux est plus de 10 lots, les copropriétés de plus de 10 lots. Voilà. Oui, alors, merci Claude.